Merci beaucoup. Bonsoir Geoffroy Roux de Bézieux. Vous Bonsoir. êtes ancien président du MEDEF. Vous êtes désormais président du Parti des patrons, si je puis dire, et toujours entrepreneur. Je vous présente Camille Girard qui va vous interviewer avec moi. Je vous présente aussi Nicolas Carvalho de la cellule Vrai ou Faux. Nicolas, l'examen du budget se poursuit à l'Assemblée nationale. Ça ne nous avait pas échappé, personnellement. La France insoumise accuse le Rassemblement national et le parti présidentiel de voter ensemble pour rejeter la taxation des plus riches. Ce sont les propos qu'ont tenus Manuel Bompard, le coordinateur de la France insoumise, hier sur cette antenne. Depuis plusieurs jours à l'Assemblée nationale. À chaque fois qu'il faut mettre à contribution les plus riches pour protéger ensuite les plus pauvres des impacts du budget. Le Rassemblement national s'allie avec la Macronie pour voter contre. Nicolas, est-ce que le RN et la Macronie sont toujours alliés pour voter contre la taxation des plus riches? Pour répondre à cette question avec ma collègue Léa Sulevich, on s'est mis à deux pour éplucher les centaines d'amendements déposés depuis le début de l'examen sur le budget. C'est bien amusé. Et en fait, dès le début des débats, on a trouvé assez rapidement, le Rassemblement national a voté plusieurs fois contre l'avis des macronistes sur une taxation des plus riches, en l'occurrence la CDHR. Donc c'est la contribution différentielle sur les hauts revenus, mise en place par le gouvernement pour une durée limitée. Le gouvernement ne souhaitait pas qu'elle soit prolongée, alors LFI a déposé un amendement pour proposer de pérenniser cette contribution, je cite, cette fameuse contribution différentielle qu'on voit ici sur les hauts revenus. Résultat, le RN a voté avec LFI et les socialistes contre ensemble pour pérenniser cette taxe. Vous le voyez à droite en bas de votre écran, le vote du RN, premier exemple. Et puis, autre exemple, l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI. Le RN a voté là aussi un amendement déposé par le MoDem pour transformer cette IFI en impôt sur la fortune improductive. Donc ça élargit l'assiette de cet impôt, même si certains estiment que ça n'allait pas assez loin. Mais en tout cas, un amendement soutenu par les socialistes, les démocrates et donc le RN contre l'avis du gouvernement et de LFI. Vous le voyez encore une fois à droite de votre écran. Donc contrairement à ce que dit Manuel Bompard sur la taxation des plus riches, non, le RN n'a pas toujours suivi la ligne de Sébastien Lecornu. Mais ces deux exemples sont-ils la règle ou l'exception? Est-ce que le RN a plutôt voté avec les macronistes? Oui, c'est plutôt l'exception. Globalement, le RN et Ensemble ont voté la même chose à l'Assemblée concernant les taxes sur les plus riches. Le plus frappant et le plus symbolique, c'est évidemment la taxe Zuckman sur le patrimoine des ultra-riches. On voit ici l'amendement socialiste déposé à propos des 1800 foyers fiscaux les plus riches pour un rendement estimé à 15 à 25 milliards d'euros. Amendement rejeté par les votes du RN, de la droite et du groupe Ensemble pour la République. Alors nous, on a fait le compte sur les principaux textes les plus symboliques, instaurant une contribution pour les plus riches, donc les taxes sur les hauts patrimoines, dont la taxe Zuckman et Zuckman Light, sur les transmissions, sur les holdings ou sur la fortune. Ça représente une soixantaine d'amendements. Sur ces textes, le RN et Ensemble ont voté de la même façon dans 83% des cas, en l'occurrence contre ces nouvelles taxations sur les plus riches. Donc, Manuel Bompard exagère quand il dit que le RN et Ensemble votent la même chose à chaque fois, mais globalement, sur ce sujet, les votes du RN sont quand même assez proches de ceux du parti d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup Nicolas Carvalho, cellule Vrai ou Faux de France Info, Vrai ou Faux, tous les samedis de midi à 13h. Le Rassemblement national vote, en gros, ne vote pas plutôt la taxation des plus riches. Donc vous êtes plutôt d'accord avec, je suppose, avec ces votes? Je vois bien où vous voulez m'emmener, cher Gilles Bronstein, mais je ne tombe pas dans ce piège assez grossier. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, d'abord, j'ai un peu lâché le fil sur le budget. Je vous félicite du travail d'archéologue que vous avez fait, mais ça devient complètement délirant. Plus personne n'y comprend rien. Je sais que je vais payer plus d'impôts l'année prochaine, mais c'est à peu près tout, quoi. Parce que je suis riche, oui, je l'assume. Vous savez, moi, tout à fait. D'ailleurs, je suis fier parce que je n'ai pas hérité. Donc, en plus, j'ai aucun scrupule là-dessus, enfin, aucune honte là-dessus. Geoffroy Roux de Bézieux, on va parler plus en détail du budget après, mais quand même sur le positionnement du Rassemblement national avec les plus riches, mais peut-être déjà tout simplement avec les patrons. Il y a une offensive, très clairement en tout cas, de la part de Jordan Bardella, le président du Rassemblement national. Hier, il y avait une tribune, par exemple, dans les pages du Figaro, qui était ainsi titrée « Les macronistes ont livré l'économie du pays à la gauche au détriment du bon sens ». Et il terminait en disant « La France doit renouer avec la raison budgétaire ». On peut aussi, on va l'entendre à l'instant, fin août, Jordan Bardella s'était rendu avec d'autres, en représentant politique évidemment, aux rencontres organisées par le MEDEF. On écoute le discours qu'il tenait auprès des patrons. Qui devrait nous mettre d'accord, c'est la nécessité de remettre le pays sur le chemin de la production, de déverrouiller les contraintes qui pèsent sur la croissance. Il n'y a pas eu de politique de l'offre depuis 2017.
lorsqu'on baisse la fiscalité sur les impôts de société ou sur l'impôt de production, mais qu'on le récupère en impôt de papier de l'autre, et qu'on augmente tous les 4 matins le nombre de normes, de contraintes, d'obstacles administratifs pour les entreprises françaises, pour les artisans, pour les commerçants, alors on ne peut pas parler de politique de l'offre. Ça, en français, ça s'appelle de la drague lourde. Oui. Écoutez, pour moi, c'est du en même temps. Alors, c'est pas lui l'inventeur, hein, du en même temps. Il y a un droit d'auteur. Mais il y a un discours qui est effectivement plutôt pro-entreprise, quand il dit on va baisser l'impôt de production. Mais une partie des votes, alors pas tous, j'ai entendu ce que vous avez dit, et surtout une partie du programme du RN n'est pas un programme pro-entreprise. Donc on a l'impression que, j'allais dire pour draguer les deux côtés des électeurs, ceux qui sont plutôt côté entreprise, et d'ailleurs une majorité de nos salariés d'un côté, mais de l'autre, ceux qui souhaitent quand même qu'on garde une partie de protection sociale, on a un double discours. Avec, que vous jugez illisible ? Il y a au moins contradictoire. Illisible, je ne sais pas, mais contradictoire. Je ne sais pas finalement à quel RN on s'adresse et à quel programme économique. Mais c'est un peu ça, hein, j'ai l'impression. Et alors, je ne suis pas un fin analyste politique comme vous l'êtes sûrement, mais il y a aussi deux têtes de gondole. Marine Le Pen et d'un Jordan côté, Bardella. un discours plus étatiste, plus traditionnel du RN, et de l'autre, un discours plus nouveau et plus moderne. Et comme vous le savez, il est assez probable que ça soit la tête de gondole Bardella qui soit candidat. Je ne me livrerai pas à ce pronostic, moi je ne suis pas capable de vous dire, mais encore une fois, on a besoin d'un discours pro-entreprise, je ne vais pas vous surprendre en vous disant ça, mais on a besoin surtout de mesures pour entreprise. Et le discours, quand on est campagne électorale, on sait que les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Mais ce qui est intéressant, alors vous, peut-être que, en effet, ce discours de Jordan Bardella, du Rassemblement national à l'offensive des entreprises, vous n'y croyez pas, vous y résistez, mais les sondages sont intéressants. Il y en a eu un qui est paru dans le Figaro, un sondage de l'IFOP en septembre. 28% des patrons se disent désormais prêts à voter pour un candidat RN ou UDR. C'est moins que les Français, hein. Oui, mais c'est quand même beaucoup. Moins que les Français. Oui, mais vous pouvez regarder le truc dans l'autre sens. D'accord, mais ça progresse. Vous sentez, dans vos entreprises, vous sentez un discours des patrons. Alors, c'est pas mes entreprises, hein. Les patrons, ils sont justement chez eux. Non, mais dans les entreprises que je fréquente, ou les patrons que je fréquente, oui, mais. Qu'il y a un glissement dans le discours. Je ne sais pas si c'est un glissement. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont comme les Français. Ils ont un cerveau de chef d'entreprise, ils regardent les mesures économiques, mais ils ont aussi un cerveau de citoyens. Et avec leur cerveau de citoyen, comme l'ensemble des Français, ils ont un problème de sécurité, ils ont un problème avec l'intégration des immigrés, ils ont un problème avec le régalien, quoi, si vous voulez. Ils ne sont pas plus ou moins, ils sont plutôt moins d'ailleurs. Mais vous les sentez de plus en plus attirés par le vote Rassemblement national ? Oui, mais je ne sais pas si vous voulez me faire dire qu'ils sont comme les Français. Non, oui, les Français sont de plus en plus attirés. Les derniers sondages de dimanche montrent que, qu'on soit content ou pas, chacun a sa. Mais vous, un copain patron vous dit voilà, je suis tenté par voter Rassemblement national, vous lui dites quoi ? Vous le dissuadez ou vous lui dites je lui dis ça dépend qui c'est. J'ai des discussions politiques avec certains et pas avec d'autres. J'essaye d'argumenter sur. Moi, Est-ce que vous êtes un ennemi résolu du Rassemblement national ou vous pensez que. Je suis ni un ennemi résolu, ni un ami résolu. Comment vous répondre ? C'est une réponse, c'est déjà une réponse. Non, mais c'est une réponse si vous voulez. C'est-à-dire, je regarde le programme économique, mais je ne vote pas que pour des raisons économiques. Bien sûr. Même si l'économie prend une part importante dans mon choix. Donc, sur le plan économique, je vous ai répondu, j'ai l'impression qu'il y a deux discours. Mais sur le reste, vous n'avez pas l'air tellement opposé. Non, sur le reste, il y a un certain nombre de problèmes qui posent, qui sont... moi, je suis un homme de droite. Je ne vais pas vous surprendre en vous disant ça, mais je suis un homme de droite, pas d'extrême droite. Voilà. Vous seriez pour l'union des droites ? Vous me faites réagir sur des vous me dites que vous êtes un homme de droite. Moi, je suis venu parler d'économie. D'accord, mais je fais mon métier. Oui, vous faites votre métier, mais mon positionnement politique ne regarde que moi, parce que c'est un positionnement de citoyen. Je suis interviewé en tant qu'ancien patron du MEDEF sur des sujets économiques. Ce que je vote, oui, si vous voulez, mais ce que je vote, ce que je crois, ne regarde que moi. C'est une réponse. Chine, ça vous intéresse ? On peut en parler. Chine, ça m'intéresse et ça m'inquiète. Alors justement, donc Chine est au cœur de la polémique. Frédéric Merlin était invité ce matin d'une antenne et il disait la polémique... Le patron du Frédéric Merlin, patron du BHV. Oui, mais pour nos auditeurs et nos téléspectateurs. Et il disait,
la polémique, c'est aussi du commerce. Et donc, c'était comme ça qu'il justifiait le fait d'avoir fait venir Chine dans plusieurs de ses magasins. On le rappelle, le BHV à Paris, mais il y a aussi d'autres magasins en province. Les BHV en province. Enfin, les ex-Galeries Lafayette, futurs BHV. Exactement. Il s'est trompé dans sa stratégie. Il a fait une erreur. Frédéric Merlin, c'est un jeune entrepreneur dont le BHV est en grande difficulté. Il fait feu de tout flamme. J'ai envie de dire... Vous le comprenez ? Non, je suis presque prêt à lui pardonner ses erreurs de jeunesse, mais le sujet n'est pas là. L'arbre Chine, il casse la forêt de l'envahissement chinois. On est en train... Je pense, si vous voulez, d'ailleurs, ça permet de dézoomer un tout petit peu sur les sujets qui sont malheureusement des micro-sujets, de savoir si on taxe un peu, beaucoup ou passionnément les riches. Le vrai sujet, c'est est-ce que la France et l'Europe vont survivre avec une économie prise entre le marteau chinois et l'enclume américaine, ou l'inverse, si vous voulez, parce que ce qui se passe en réalité, c'est qu'on est en plein en train de devenir la victime expiatoire, ou je ne sais pas comment le dire, d'une guerre sino-américaine. Pourquoi ? Parce que très, très violente. Tout ce qui ne peut pas, tous les excédents qui ne peuvent plus aller aux États-Unis parce que les droits de douane sont trop importants, se déversent sur le marché européen. C'est le dernier avatar, oui. Effectivement, et donc on voit un centre d'industrie, parce que Chine c'est très visible, ça concerne les Français dans la vie quotidienne, donc on en parle beaucoup. Mais en réalité, l'industrie chimique, qui est évidemment pas visible, mais qui produit des milliers d'emplois, l'industrie automobile qui a des centaines de milliers d'emplois, la machine-outil, les Allemands, la récession allemande, elle vient de là. Le vrai sujet, je reconnais que c'est moins glamour, moins glamour, moins, voyez, moins. Mais en réalité, en emploi et en prospérité économique, c'est beaucoup plus grave. Et donc, oui, c'est le dernier avatar, c'est les Chinois se reportent sur le marché européen. Mais le fond du fond, c'est qu'on a une industrie chinoise qui n'est plus une industrie de rattrapage, qui est à un très très bon niveau technologique, qui fonctionne avec des règles asymétriques, totalement asymétriques. Oui. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de règles de marché, ils sont financés par la Banque d'État chinoise. Moi, je pense que l'économie de marché, c'est la concurrence, mais c'est la juste concurrence, avec des règles qui sont à peu près les mêmes. Et on a des capitalistes qui ne sont plus les mêmes, qui ne sont plus les mêmes. D'une certaine manière, est-ce que ça n'invalide pas le discours du MEDEF et de dire il faut favoriser l'offre, favoriser les entreprises, ne pas trop alourdir la barque parce que sinon on ne sera pas compétitif ? Si vous nous dites qu'effectivement les concurrents c'est les Chinois avec les règles dont vous parlez, on pourra toujours baisser les salaires, baisser les charges, etc. De toute façon, c'est perdu, on ne sera pas... Je suis d'accord avec vous, on n'ira pas, j'allais dire, jusqu'au bout du dumping social, mais c'est pas seulement le sujet. Et d'ailleurs, on pourra baisser... Non, mais comment on peut lutter ? Non, mais comment on peut lutter ? Moi, je vais peut-être vous surprendre, mais je pense qu'il faut, sur un certain nombre de secteurs choisis, on ne peut pas lutter sur tout, mais les secteurs stratégiques, faire du protectionnisme européen. On n'a plus le choix. On est face à deux capitalismes. Le capitalisme américain, qui est un capitalisme qui est en train de devenir oligarchique, et un capitalisme chinois, qui est un capitalisme d'État, qui ne joue pas avec les mêmes règles. Je ne parle même pas de l'environnement, je ne parle même pas des droits sociaux, mais même le financement de l'industrie chinoise. Si vous êtes industriel chinois, vous allez voir la Banque d'État, vous avez des crédits sur 20 ans illimités. Geoffroy Roux de Bézieux, on a les moyens de ce protectionnisme. Concrètement, Chine, ça voudrait... parce que c'est ce qui parle, en effet, vous avez raison, il y a beaucoup d'autres secteurs qui sont touchés. Chine, c'est l'habillement, ça parle au quotidien des Français, donc ça permet d'avoir un objet très clair. Bien sûr. Augmenter par exemple des droits de douane, rajouter des taxes sur les petits colis, sur les vêtements. Est-ce qu'on peut, nous déjà, en tant qu'État français, véritablement le faire ? Parce que c'est l'Union européenne. Vous connaissez la réponse puisque vous en avez débattu dans l'émission d'avant. Malheureusement, dans l'état actuel du droit, non. Et c'est pour ça qu'il faut une volonté politique. Et on a un problème de nature très politique là-dessus. C'est que vous avez des petits pays en Europe qui voient ce que j'appelle la souveraineté économique, l'autonomie, de manière très différente. Quand vous n'avez pas d'industrie automobile, ce qui est le cas de la plupart des pays européens, que vous n'avez pas de... Contrairement à l'Allemagne. Contrairement à l'Allemagne, à la France, à l'Italie, à l'Espagne. Votre intérêt, c'est plutôt de faire entrer des marques chinoises. Vous n'avez aucun intérêt stratégique à défendre l'industrie européenne. Parce que ça aide vos consommateurs, c'est moins cher. Voilà. Et donc, vos électeurs vont vous dire, faites rentrer du BYD, ou n'importe quelle marque chinoise. BYD, première marque mondiale de voitures électriques. Et donc, ça remet en cause fondamentalement la manière dont les décisions se prennent. Le fonctionnement du marché européen. Vous êtes un patron qui n'est plus très européen. Si, mais d'une Europe différente. Vous savez, l'unanimité européenne, qui a été créée par le général de Gaulle, on l'oublie, pour défendre l'agriculture française, on était 6. Il y avait 6 pays à l'époque, dans les années 60. Oui, à 27, l'unanimité ne fonctionne pas. Moi, je l'ai vécu. Il y a une organisation qui s'appelle Business Europe, qui est un peu le MEDEF européen. Alors, vous disiez, on va condamner les pratiques de dumping de la Chine. Mais vous aviez toujours un petit pays, je ne donnerai pas de nom,
qui levait le bras et qui disait je suis pas d'accord. Vous pouvez le donner. Hein. Non, mais c'est pas toujours le même d'ailleurs. Hein. Ou sur l'harmonie fiscale. Ouais, ça, c'était l'Irlande, ça, on le sait. Ouais. C'est l'Irlande qui n'était pas d'accord. Oui, mais vous aviez aussi le Luxembourg, les Pays-Bas. Mais ça pourrait être l'Italie maintenant. Vous avez vu la déclaration de Mme Braun-Pivet sur l'héritage. Mais le fond du problème, c'est quoi? Parce qu'on peut débattre philosophiquement sur l'héritage, il y a un autre débat. Mais le fond du problème, c'est que vous héritez en Italie, vous faites une donation en Italie, vous êtes taxé à 4%. Et en France, c'est autour de 40% en ligne directe. Donc, on a un dumping fiscal en Europe. Donc, il n'y a pas d'harmonisation, il y aura C'est le pas même de solution. sujet. Et donc, oui, je suis européen, mais je pense qu'il faut changer de méthode de vote, d'une part, et il faut faire des accords de portée plus limitée avec moins de pays. On n'y arrivera pas sinon. Pour en finir avec Chine, est-ce que vous êtes pour... Si on peut en finir avec Chine. Mais... Voilà. Le gouvernement a demandé la suspension. On peut peut-être écouter Serge Papin, d'ailleurs, qui a pris la parole cet après-midi depuis la semaine. Voilà. On va écouter Serge Papin. C'en est trop. Après les poupées pédopornographiques, maintenant les armes, le gouvernement engage la procédure de suspension de chaîne. Pour que la plateforme démontre au pouvoir public que l'ensemble de ses contenus soit enfin conforme à nos lois, nos normes, nos règlements. On interdit ? Oui, moi je soutiens et on prend un risque juridique si je comprends bien l'état du droit. À un moment, la politique, elle doit montrer aussi une direction. Et si jamais dans, je sais pas quoi, 8 mois, on est retoqué par un juge par exemple, on aura gagné 8 mois. Alors, on aura gagné 8 mois. C'est de la politique, mais Pardon, mais moi, ça me surprend un petit peu. C'est-à-dire que, est-ce que vous n'avez pas peur que ça crée aussi un précédent par rapport à la liberté d'entreprendre aussi en France? Pardon, la liberté d'entreprendre. Vous savez, le libéralisme, contrairement à ce que croient un certain nombre de gens, c'est pas la jungle. C'est des règles. C'est des règles simples, c'est des règles qui ne changent pas tout le temps, c'est des règles lisibles et qui sont applicables. Donc ça ne veut pas dire des normes à tous azimuts comme on fait chez nous. Et là, la ligne rouge est dépassée. La ligne rouge est dépassée. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui a eu, genre, j'ai plus les chiffres, mais 40 millions d'amendes de la DGCCRF. Il y a presque 200 millions d'amendes jusqu'à présent sur un non-respect des armes, qui vendaient. Il y a un maman, non, quoi. Voilà, le sort de Chine est réglé. Je voudrais qu'on avance. Je voudrais qu'on avance. On parle du budget. On va avancer. Il y a un budget. Fini la générosité. Il faut revoir notre modèle social. C'est le ministre du Travail qui l'a dit. On va écouter Jean-Pierre Farandou. C'était sur France Inter. Vous nous direz ce que vous en pensez. De générosité sur toutes les politiques sociales, et tant mieux. Je pense que maintenant, il faut faire attention. Je ne suis pas sûr que notre pays ait les moyens de poursuivre ces politiques de générosité maximale. Il faut donc accepter un recentrage. Et là, c'est le débat. Quelles sont les priorités? Comment on cible? Mais il faut accepter cette idée que peut-être la générosité qu'on a connue pendant des décennies est peut-être arrivée à son terme. Alors, il était interrogé précisément sur, vous avez vu la polémique sur la prime de Noël qui va être réservée désormais aux familles qui ont des enfants et donc ce seront exclus les couples sans enfants au motif qu'on fait des cadeaux de Noël à ses enfants et pas aux autres. On n'a plus les moyens de poursuivre cette politique de générosité maximale. Vous dites quoi ? Malheureusement, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'on finance à crédit. En gros, dans les dépenses publiques, il y a 900 milliards. C'est des sommes un peu agglomérées qui sont dans des prestations sociales de toute nature. Certaines sont légitimes, d'autres ont été ajoutées. Malheureusement, il va falloir choisir. Il va falloir choisir deux choses, la nature des prestations sociales, leur montant, et qui les touche. Il y a aussi un système d'universalité qui est un peu absurde. Si je fais un peu de provocation... Vous voulez les mettre sur condition de revenus ? Oui, pourquoi pas. Mais ça peut pas être la seule. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais par exemple, soyons très concrets là-dessus. C'est-à-dire que sur les franchises médicales, sur les médicaments, où là, une des propositions du gouvernement serait de payer 4 € par boîte de médicaments au lieu de 2 €. Enfin, je crois que c'est 2. 2 €. 2 et 4 pour les consultations. Et 2 et 4 pour les consultations, exactement. Ça, vous dites, on peut le demander aux Français les plus riches et épargner les plus précaires. Si vous le demandez à 1800 personnes, ça ne va pas faire beaucoup d'économies, chère madame. Donc, je n'ai pas parlé des ultra-riches. Je ne connais pas spécialement le sujet fiscal. Ce que je dis simplement, c'est que je vais dire deux choses. La première, c'est que, il y a une florilège de taxes sur les plus riches et pourquoi pas faire un effort à condition que l'argent soit bien dépensé. Or, malheureusement, aujourd'hui, la dépense publique en France, c'est une baignoire sans fond qui augmente chaque année. Donc, si on augmente les impôts, il faut baisser les dépenses. Pour les deux vont ensemble. Pour qu'il y ait un consentement de l'impôt, il faut qu'il y ait une efficacité. Sinon, les gens, ils partiront. Et d'ailleurs, une partie du mal est fait, parce qu'il y a un tel brouhaha sur les taxes que, même si à la fin, on n'aboutit pas à ce qui est voté, il y a une partie du mal qui est fait. Et la deuxième chose, c'est que, oui, dans la manière dont on réduit les dépenses sociales,
on peut être un peu plus intelligent que de sabrer, si vous voulez. D'abord, je fais une petite remarque. Sur les dépenses sociales, il faut dire aussi combien ça coûte. C'est pas assez clair. Mais non, mais est-ce que vous avez déjà su une facture d'hôpital ou une facture de médicaments? Non, on vous dit pas combien ça coûte. L'hôpital, vous avez passé une journée, ça coûte, je sais pas quoi, 200 €. Beaucoup plus. Vraiment beaucoup plus. Beaucoup plus. Mais parce que vous êtes assuré social, parce que vous avez cotisé un peu. Donc, il faudrait au moins informer pour responsabiliser. Oui, pour que les gens se rendent compte. Parce que sinon, d'abord, le consentement à l'impôt ou à la cotisation, il se réduit et va se réduire. Et donc, il y a une irresponsabilité des Français? Oui, oui, évidemment. Heureusement, d'ailleurs, d'une certaine manière, c'est ça la démocratie. Et donc, on peut baisser certaines dépenses sociales en étant plus intelligent, plus nuancé, et effectivement, mettre une partie sous condition de revenu. Mais encore une fois, on ne résoudra pas le problème de la dette de la France, qui est, sans baisser les dépenses. Sans baisser. Il n'y a pas la moindre majorité politique pour ça. Mais je sais bien, et vous savez pourquoi? Pour une raison très simple. C'est l'INSEE qui le dit, c'est pas moi. Il y a 57% des Français qui bénéficient plus, en dehors de la gratuité, je parle simplement des allocations, des prestations sociales, qui bénéficient plus des prestations qui ne cotisent en impôts ou en cotisations. Et donc, il y a 43% de Français pour qui c'est l'inverse. On dit les Français sont nuls en économie, sont idiots. Pas du tout. Ils votent pour leur intérêt, si j'ose dire. Alors, c'est malheureux, on peut trouver ça malheureux. Mais on peut les comprendre aussi. Vous avez dit à l'instant même une augmentation de la fiscalité pour les riches, pourquoi pas. L'impôt sur la fortune improductive qui vient d'être voté au Parlement. Alors, je vois à votre tête votre réponse. Vous êtes... Non, si vous voulez... Je ne veux pas répondre comme ça, je vais vous répondre à des questions, mais je ne prends pas le compte. On a voté la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. On a voté la contribution différentielle sur les revenus. On a voté la surtaxe sur le capital de la CSG. On va quand même dire qu'elle concerne. Elle concerne les gens qui gagnent plus de 250 000 € par personne. Par mois, ou 500 par an, ou 500 000. Beaucoup, mais... Oui, il n'y en aurait pas beaucoup évidemment par an, ou 500 000 par couple. Non, mais attendez. Qui commence à faire de l'argent. Oui, mais bien sûr que c'est de l'argent. Mais je fais juste le compte. Ça, c'est pour les particuliers. On a voté l'impôt sur la fortune improductive. D'accord ? On a voté pour les entreprises la taxe sur les multinationales. On a voté la taxe sur les GAFA. Pardon. On a voté la taxe sur les rachats d'actions. Mais ça concerne. On a voté. Mais c'est la même chose. Les entreprises, 95% des entreprises sont possédées par des personnes. La taxe sur la CDHR qui pourrait vous concerner, vous, et la taxe GAFAM ne concerne pas les mêmes personnes. Il ne faut pas dire que c'est... Voilà. Okay, mais globalement, le monde entrepreneurial... Vous savez, vous êtes d'accord. Le monde entrepreneurial a cet impôt... Si vous ne me laissez pas finir, vous êtes là pour m'interviewer, pas pour m'interrompre. Donc, je vous laisserai la parole pour la question suivante. Donc, le monde entrepreneurial est assommé d'impôts. Donc là-dedans, l'impôt sur la fortune improductive qui remplace l'ancien impôt sur la fortune, qui revient un peu à un ISF. D'abord, il est, je pense, très compliqué. Ça concerne les particuliers. Oui, bien sûr, mais les particuliers, ce sont des agents économiques. C'est cette idée, mais que j'entends, et vous n'êtes pas le seul à pousser, qu'il y a une différence entre le riche et l'entrepreneur. En France, c'est 95% la même personne. Bon, une fois qu'on a dit ça, on va taxer les œuvres d'art. Bon, moi, j'en ai pas beaucoup, donc je pourrais me dire, tant mieux. Mais comment vous faites pour déclarer la valeur d'une œuvre d'art? Bonne chance. Une œuvre d'art, ça produit rien, sauf... Alors, vous avez dit, on est d'accord, c'est vous qui l'avez dit, j'ai été surpris d'ailleurs. Vous avez dit, pourquoi pas payer un peu plus? Quoi? Comment? Sous quelle forme? Il y avait un système qui n'était pas complètement absurde, qui était la taxe sur les holdings. Il y a plusieurs possibilités. J'ai pas forcément un... Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut que ça soit simple, il faut que ça soit lisible, il faut que ça soit assorti d'un effort sur les dépenses. Or là, c'est le festival des taxes, vous le voyez. Vous ne pouvez pas nier qu'on n'y comprend rien. On n'y comprend rien. Et pardon, juste pour finir sur une petite boutade, il y a au moins une bonne nouvelle dans tout ça. Je ne sais pas si vous avez des enfants qui font des études de droit, mais recommandez-leur de devenir avocat fiscaliste. Parce que là, au moins, il y a du boulot. C'est une certitude après cette bouillie de budget. On vous entend, on voit votre critique sur le budget, les différentes pistes. Est-ce que vous n'avez pas des regrets? Je vous pose cette question parce qu'il y a peut-être une faute... J'en ai toujours, chère madame. Ça dépend sur quoi. Alors, je vais être plus précise. Oui. Il y a peut-être une faute originelle de la part du MEDEF, c'est lors du conclave, quand c'était encore l'époque de François Bayrou, Premier ministre, on n'était finalement pas passé si loin d'un accord et peut-être d'un gouvernement qui n'aurait pas sauté de cette situation aujourd'hui. Est-ce que, parfois, vous ne dites pas...
on aurait dû lâcher à ce moment-là, on aurait dû lâcher un peu plus parce qu'on ne serait pas dans cette situation aujourd'hui. Je n'étais pas aux commandes, donc je ne peux pas me prononcer. Et vous avez une analyse, vous avez un regard. Est-ce que vous vous dites, ils auraient dû alors, ceux qui étaient à la tête du MEDEF, lâcher plus de C'est comme quand vous êtes ancien ministre, c'est un peu facile de dire, ah oui, mais moi, à la place, j'aurais pas fait pareil. Répondez-nous. Enfin, il faut toujours mieux. Je vais vous faire une réponse... Non, faites-nous une vraie réponse. Non, je vais vous faire une réponse un peu langue de bois, mais je le dis avant. Ah bah non, c'est dommage. Non, mais il faut toujours mieux signer un accord que laisser le gouvernement prendre la main. Ça a été ma philosophie avec Laurent Berger quand j'étais aux commandes. Donc il aurait mieux fallu signer cet accord à ce moment-là. Je ne sais pas ce qui a fait que l'accord n'a pas été. J'étais pas dans la salle de négociation et donc voilà. Mais oui, un accord. Alors là, c'est une analyse politique. Vous êtes mieux placé que moi pour le faire. Mais un accord au conclave aurait probablement permis à Beyrouth de continuer. Ben voilà une réponse. Merci beaucoup. Merci infiniment Geoffroy Roux de Bézieux d'être passé par le studio de France Info. Merci. C'est par hasard, hein, je vous rassure. Non, vous avez invité. On était très heureux de vous, inviter. Merci beaucoup. Demain, je vous laisse avec Myriam Ankawa qui présentera Tout est politique. Dans un instant, les informés et juste avant la météo.